Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une émission absolument Oh, fantastique aujourd'hui parce que on a le plaisir d'avoir, que dire? Une personne qui fait partie de notre patrimoine footballistique, une légende du football. Heu, Son nom de famille regorge de pépites que nous avons, encore dans nos têtes. C'est monsieur Marius Trésor. Bonjour Marius Trésor. Bonjour. Ouais. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Je suis toujours accompagné de mon ami, mon illustre camarade, voilà. Michel, qui a fait beaucoup de progrès en technique, j'ai remarqué. Hein. Ouais. Comment vas-tu, Michel? Bon, très très bien. Oui, oui. Oh, ben, les problèmes de technique, hein. Marius, nous avons le même âge. Ça nous dépasse un peu parfois la technique, Ça c'est sûr. mais on s'adapte, hein, Ouais. voilà. Et on a souvent notre entourage qui nous aide, hein. Oui, mais c'est un immense honneur. Marius, nous avons l'occasion de se rencontrer aux obsèques de Jean-Pierre et j'anime sur Facebook un groupe fermé et privé qui s'appelle Jean-Pierre Adams, jamais oublié, où nous avons des ex-pros, des journalistes et voilà, et c'est un immense honneur de vous avoir. Moi, je voudrais vous poser une première question. La toute première fois que vous avez rencontré Jean-Pierre, si vous La première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre, c'était lors d'un match Ajaccio-Nîmes. C'était Voilà. pratiquement la fin de la saison. Et à un certain moment, il y a eu une balle entre Ah, nous et j'ai un de mes coéquipiers qui me dit chope-le. Évidemment, on s'est arrêtés tous les deux. ouais. Le ballon est sorti en touche et Jean-Pierre s'est retourné. Il lui a dit, entre nous, on ne mange pas de ce pain-là. Et Extraordinaire. on s'est retrouvé après à la mairie d'Ajaccio parce qu'il y avait un pot qui était organisé par le club. Et c'est là que j'ai commencé. On a discuté un peu. Il y avait Michel Mézy, qui était capitaine de Nîmes à ce moment-là. Et je crois que un mois après ou 2 mois après, nous sommes partis avec l'équipe de France faire une tournée au Brésil. Donc, et là, on a eu vraiment pendant 15 jours de se côtoyer, de se connaître un peu. L'équipe de Nîmes et Ajaccio, c'est deux équipes qui reviennent souvent quand on parle des équipes un peu dures à jouer. On dit que ouais, quand il fallait aller jouer au Costières ou à Ajaccio, c'était pas toujours facile. Alors là, pour le coup, on avait deux équipes, Nîmes et Ajaccio, qui se sont rencontrées. C'était un match âpre. Oui, en plus, c'est un match, si on gagnait, je crois qu'on passait devant Nîmes où Ajaccio avait la possibilité pour une fois de faire une coupe d'Europe. Malheureusement, on a fait un match nul, 1-1, je crois, et on a terminé cinquième. Et à cette époque-là, la cinquième place ne participait pas à la Coupe d'Europe. Mm. Vous avez en fait votre première sélection, elle est un peu bizarre parce que vous jouez contre un club, une sélection africaine, je crois que c'est en 1972, et c'est vous qui sortez, Jean-Pierre vous remplace. Oui, C'est oui, exactement ça. Hein. j'avais été blessé au bout d'un choc à la cheville, oui. Et c'est là que, parce que Jean-Pierre jouait numéro 6 et moi je jouais numéro 5 comme on disait avant, libéraux. Et le numéro 6 c'est celui qui prenait le meneur de jeu de l'équipe adverse. Quand il y avait un match entre Nîmes et Nancy, c'est Jean-Pierre qui s'occupait de Michel Platini, qui était le numéro 10, le meneur de jeu de l'équipe adverse. Donc, et là, je crois que à cette époque-là, Jean-Pierre ne jouait pas stopper. C'est Stéphane Kovacs qui nous a mis, Ouais. quand il a remplacé Georges Boulogne, qui nous a mis ensemble. Et je me rappellerai toujours, on jouait en 74, le premier match
amicale qu'il y avait, c'était Pologne-France. Et la Pologne venait de terminer à la 3e place oui. du mondial qui s'était déroulé en Allemagne. C'est ça. Et au cours de la réunion d'après-match, parce qu'on avait gagné 0-2, on avait gagné et les journalistes ont commencé à poser des questions à M. Kovacs et qui, lui, il a eu cette phrase qui est restée après. Il a dit, de toute façon, la clé du succès, c'est grâce à la garde noire que j'avais. Et c'était Jean-Pierre et moi. Lui, Jean-Pierre jouait ce match-là numéro 4 et moi numéro 5. Et il a dit, c'est grâce à la garde noire que... Et quand Jean-Pierre a eu son accident, les gens que je rencontrais ne me disaient pas comment va Jean-Pierre Adams. Ils me disaient quel est l'état de ton copain de la garde noire. Ouais. Voilà. Et c'est Oui, vas-y, vraiment, Michel, excuse-moi. c'est vraiment resté la garde noire parce que on voit dans nos groupes de football, beaucoup de groupes de football, vous restez, je crois, 50 ans après, vraiment, c'est absolument mythique pour les gens. Même des gens qui s'intéressent moyennement au football gardent. Et pourtant, vous avez été en charnière avec d'autres joueurs que Jean-Pierre. Et ça, c'est resté vraiment dans le cœur des gens, moi, je crois. Même ma mère qui connaît rien au football, même elle ne connaît rien au football. Elle connaît cette expression, mais c'est très étonnant, c'est que moi, je vais vous dire, Marius, je suis pas très à l'aise avec ce nom. Je fais partie d'une génération où je trouve que ça m'a toujours interpellé. Aujourd'hui, c'est quand même le mot garde noire, ça me plaît pas, quoi. C'est quelque chose qui est difficile à entendre parce que c'est pas quelque chose qui vous a choqué à l'époque? Ah, jamais. Jamais. Non, parce que Jean-Pierre était noir, moi je suis noir. La garde noire, pour moi, ça nous allait bien. Il y avait Ouais. pas... Ah Vous oui, le oui. dites dans le livre d'ailleurs, vous le dites, ça choque certaines personnes, mais moi, ça a tout. Maintenant, je pense qu'on, M. Kovacs aurait dit ça maintenant, Ah oui. ça Ah aurait ouais. été très Ah oui, mal là, ça aurait été. Ah ouais. à cette époque-là. Bon, moi, j'ai joué pendant 15 ans au foot. J'ai eu qu'une fois, quelqu'un m'a parlé de ma peau. À Angoulême. C'était Angoulême, on jouait contre Angoulême, mais j'avais rigolé, ça m'a pas... Qu'il me dit, tu sais que tu es noir, c'est pas la peine qu'il me le dit, je le vois. Ouais. Donc à partir de là, il n'y avait pas de Ouais. problème. Ouais. Et oui, alors je fais un petit coup de pub, Marius, parce que j'ai eu le plaisir d'avoir votre biographie. Moi, je l'ai lu pendant les vacances, je l'ai dévoré. Et alors, incroyable, vous êtes attaquant à la base, comme Jean-Pierre. Vous avez Oui. démarré tous les deux comme attaquants et vous étiez à la Juventus, pas de Turin, mais De Sainte-Anne. de Sainte-Anne. Jean-Pierre, lui, était à Bagneux, hein, c'est ça, Michel? Jean-Pierre était à l'entente de Bagno-Fontainebleau-Nemours. Bagneux-Fontainebleau. Et il a Voilà. commencé, vous avez tous les deux commencé comme attaquant, et puis finalement, vous êtes devenus défenseurs. C'est étonnant comment ça s'est passé, justement, ce changement. Moi, personnellement, j'ai débuté à la Juventus de Sainte-Anne, j'ai débuté défenseur. Et au cours de la saison, que je ne dis pas de bêtises, 67-68, en plein milieu de la saison, on a des attaquants qui sont partis pour travailler à la Martinique. Et l'entraîneur que j'avais, il m'a dit, bon, on a des défenseurs, je vais te faire jouer attaquant, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu as l'habitude de jouer un peu partout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et le premier match que je fais, c'était aux Abîmes, près de Pointe-à-Pitre, entre la Juventa et mon équipe, la Juventus.
On gagne 3-0 et c'est moi qui marque les 3 buts. Et en jouant simplement la moitié de la saison, je termine deuxième meilleur buteur. La saison suivante, c'est-à-dire 68-69, je termine parmi les meilleurs buteurs encore. Et en plus, la Juventus est champion de la Guadeloupe. Et c'est un gars qui travaillait à la Ligue professionnelle de football, c'est un Antillais qui était abonné à France Antilles, le journal local. Ouais. Et lui, il regardait, et quand il y avait, comment dirais-je encore, un nom qui revenait très souvent, il faisait des photocopies et il les envoyait au club. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Ajaccio m'a fait venir sans m'avoir jamais vu. Oui. Jouer, c'est ça qui est. Je ne pense pas que ça pourrait se faire maintenant, mais c'était vraiment. Bon, moi, j'avais quitté l'école en classe de seconde et j'avais été admis pour suivre un stage qui devait durer 2 ans pour être moniteur d'éducation physique. Donc, j'avais demandé à mon club de me trouver un petit travail pour que je puisse aider ma mère et tout. Et je leur ai montré la lettre que j'avais reçue d'Ajaccio en leur disant, si vous ne faites rien, je m'en vais. Mais moi, je n'avais jamais voyagé. Ils se sont dit, oh, il ne quittera pas la Guadeloupe. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais un ami qui avait un transport en commun. J'étais dans le bus pour empêcher la resquille. Donc, j'étais derrière et il était 7 heures du matin et j'entends le jeune Guadeloupéen Marius Trésor est arrivé aujourd'hui à Ajaccio. Et tous les gens qui étaient dans le bus se sont retournés pour me regarder. Ils se sont dit, bon, il a un sosie ou quelqu'un qui a le même nom que lui. Et finalement, j'ai reçu une lettre de la personne qui m'avait mis en relation avec Ajaccio en me traitant de tout et tout. Je lui ai dit, mais pour partir, il aurait fallu d'abord que je reçoive un billet. Un billet, oui. Eux, ils avaient envoyé le billet par un envoi simple. Ah oui. Donc, comme on avait des dirigeants qui travaillaient à la poste, j'ai jamais eu le billet. Et un mois après, au lieu de partir le 15 août 69, je suis parti le 16 septembre et je suis arrivé à Ajaccio. Et les entraînements, bon, ça se passait bien, mais il y avait devant moi 2 garçons, j'oublie un qui jouait, avant d'être à Ajaccio, il avait joué à Nantes, et l'autre qui venait du Red Star à Paris. Et finalement, un jour, l'entraîneur nous réunit, il dit, parmi les jeunes, est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur? Timidement, j'ai levé la main et tout. Et à la fin de l'entraînement, il m'a dit, bon, à partir de maintenant, tu t'entraîneras à ce poste. Et un mois après, il me lançait dans le grand bain. Ça avait été très vite. Oui, et je vous demandez, Marius, le fait que tous les deux, vous avez commencé comme attaquant, Jean-Pierre avant-centre et vous attaquant, est-ce que ça a été important après dans le placement parce que vous aviez été attaquant et vous retrouvez stopper ou libéraux au sujet du placement, ça devait être important pour vous. Vous saviez les placements des avant-centres. Personnellement, oui, moi, ça m'a aidé, bon, parce que je me mettais de temps en temps, ça ne réussissait pas tout le temps, mais je me mettais à la place de l'attaquant. Je me disais, si j'étais à sa place, j'aurais fait ça. Ouais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et si j'ai pu faire la carrière que j'ai faite en tant que défenseur, c'est en grande partie parce qu'avant, j'avais été attaquant. Oui, et vous disiez aussi dans de nombreuses interviews, notamment ce France-Allemagne, quand Gerd Müller arrive devant Jean-Pierre et puis après il arrive devant vous, Jean-Pierre, il a fait pas mal de travail avant. Hein. Oui, mais à cette époque-là, c'était le stopper. On jouait avec un libéro. Le stopper s'occupait de l'attaquant adverse. Donc, la plupart du temps, quand ils arrivaient
à se personnellement. débarrasser de Jean-Pierre, il arrivait vers moi, ils étaient un peu fatigués. Donc, ça me facilitait la tâche. Ouais. Je reviens sur votre livre, puisque vous avez consacré un chapitre à Jean-Pierre Adams. Vous dites Jean-Pierre, mon frère. C'est un chapitre qui est très touchant, qui évoque votre lien, un lien qui est très fort. Vous lui dédiez une part, enfin, un chapitre entier, vous lui rendez hommage. Comment vous pourriez décrire cette amitié entre vous, cette complicité? Cette amitié est partie justement de ce qu'on a dit tout à l'heure lors De ce match face à de Ajaccio? ce match Enfin, à Ouais. Ajaccio-Nîmes. Nîmes? Et 6 mois après, je dis 6 mois, 2 mois après, on partait avec l'équipe de France au Brésil pour faire cette tournée. Et à partir de là, on s'est vraiment ouvert l'un à l'autre à parler. En plus, on aimait jouer aux cartes. On était pratiquement toujours ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'on jouait dans le même club avec Jean-Pierre. J'ai failli en 60, que je ne dis pas de bêtises, en 72-73, j'ai failli partir à Nice. En 72, au lieu d'aller à Marseille, j'ai failli partir à Nice. Et si j'avais été à Nice, là, j'aurais une ou deux saisons après rencontré Jean-Pierre et joué avec lui en club. On avait une telle complicité sur le terrain que tous les gens pensaient qu'on jouait dans le même club dans le championnat français. Et vous aviez une passion dans les races blondes de l'équipe de France, notamment le jeu de cartes et la musique américaine, hein. Je crois que Jean-Pierre aimait beaucoup la musique Oh, américaine. moi, ça nous arrivait de sortir après un match, on allait dans Ouais. une boîte euh, un peu africaine à Ouais. Paris. Et là, je me mettais au bar et je regardais Jean-Pierre danser comment on appelle ça? Euh, oh là là, j'oublie le nom de cette danse-là. Le twist. Non, pas le twist, ça va encore, mais où on fait Ouais. valser la femme qui te passe derrière et tout. Et il y a beaucoup de gens comme moi qui le regardaient danser. Ben, c'est le rock. Voilà, Le rock. Le rock, ouais. et Ouais. c'était Eh bien, Marius, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, on se voyait à la salle des fêtes de Montargis, donc dans les bals, et il dansait déjà à l'époque, en 66, 67, 68. Jean-Pierre dansait le rock, et dans nos groupes respectifs, il y a des anciennes camarades de Montargis qui réagissent à qu'est-ce qui m'a fait danser le rock à Montargis. Donc, il euh, était, voilà, un amateur de rock. Et c'était quoi les musiques qu'il écoutait, Jean-Pierre, et vous? Qu'est-ce que vous aimiez en commun, des artistes que vous aimiez écouter? Oh, les artistes qu'on aime. Moi, personnellement, quand je sortais avec lui, qu'on allait danser un peu, moi, il fallait que ce soit de la musique antillaise ou africaine. D'accord. Ouais, ouais. Moi, c'était dès qu'il s'agissait de rock, de trucs comme ça, on me voyait assis et je regardais les gens danser. Et je pense que Jean-Pierre dansait pour nous deux. Ouais. Alors, Ouais. on avait eu cette anecdote comme quoi Jean-Pierre adorait la musique et qu'il repartait avec plein de vinyles à chaque fois. C'était un passionné de musique. Mais Et comme moi, bon, à cette époque-là, moi il y avait du James Brown, il y avait du Otis Redding, Sam and Dave, tous ces trucs-là, j'avais les meilleurs. oui, une Ouais. discothèque extraordinaire. Ouais, Marvin Gaye, Ouais, Sly and ouais, the c'est ça. Family Stone, Oh, Stevie Wonder, Barry White, bref, tout ce qu'on aime. Aretha Franklin, tout ça. Aretha Franklin, bien Ah, sûr. ouais, Oh ouais. là là, ouais. Alors, vous faites votre premier match véritablement le 18 juin 1972, c'est contre la Colombie. Vous gagnez 3-2. C'est la première fois que vous êtes alignés tous les deux. Il y a 2 buts de Charlie Loubet et un but de Molitor. Et puis bah, ensuite, ça y est, c'est Ah,
le duo infernal, Marius Trésor, Jean-Pierre Adams, vous allez, euh, vous allez avoir au moins une bonne vingtaine de sélections ensemble, mais c'est une période un peu de vache maigre parce on se qualifie pas pour la Coupe du Monde, on se qualifie pas pour l'Euro. C'est une période qui est un petit peu difficile, mais il faut dire aussi que c'était difficile de se qualifier à l'époque. C'est pas comme aujourd'hui où il y a plus de facilité. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Moi, je vois, bon, en plus, à cette époque-là, le nombre de matchs de l'équipe de France ne dépassait pas 5 ou 6 par Ouais, c'est ça. saison. Le premier match qu'on faisait, c'était toujours un match contre une équipe de club étranger. C'était le match qu'on dédiait à l'UNFP, l'Union d'accord. nationale des footballeurs professionnels. Et on a joué contre la Juventus, on a joué contre Mönchengladbach, on a fait tous ces matchs-là, mais ça ne comptait pas comme sélection. Et comme on avait très peu de chances de nous qualifier pour une grande compétition, à part quand Michel Hidalgo est arrivé, ça a commencé à aller mieux. Et malheureusement, le dernier match qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre, c'était un match nul au Danemark. Je crois qu'on fait 1-1 au Danemark et c'est le dernier match qu'on a fait ensemble avec Jean-Pierre. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, le football français n'était pas tellement reconnu et il faut dire qu'on avait toujours on n'avait pas de bons résultats et c'était tout à fait normal. Et c'est avec Michel Hidalgo qui est arrivé pratiquement en même temps que Jean-Pierre en équipe de France, parce que son premier déplacement à Michel Hidalgo fut la tournée en 72 Ouais. qu'on fait au Brésil, et lui, il est devenu adjoint de Boulogne. Et après Boulogne, il a été adjoint de Stéphane Kovacs. Et quand M. Kovacs a quitté l'équipe de France, c'était tout à fait normal que ce soit Michel qui prend la place. Oui, Marius, je voudrais revenir sur ce terrible jour du 17 mars 1982 où il est arrivé l'irréparable. Comment l'avez-vous appris? Comment avez-vous ressenti après? Ça devait être terrible. Je l'ai appris par Jacques Vendroux. Ouais. C'est Jacques Vendroux qui m'a appelé, comme il était journaliste à Radio France, qui m'a appelé pour m'apprendre ce qui était arrivé à Jean-Pierre. Et là, c'est la sidération, bon, parce que j'avais eu Jean-Pierre quelque temps avant au téléphone qui me disait bon, qu'il allait peut-être arrêter le foot au haut niveau, mais qu'il allait passer Ses des diplômes, examens pour ses diplômes pour entraîneur. continuer à aider les jeunes. Et finalement, il me dit, j'ai une petite douleur au genou. Je pense avant de le faire, avant de passer les diplômes, je vais me faire d'abord réparer le genou. Et c'est la dernière conversation que j'ai eue avec Jean-Pierre. Mmh. Ouais. C'est c'est un moment qui a dû être terrible parce que c'est vrai que vous vous êtes peut-être dit, bon, ça durera quelques temps et puis malheureusement, je pense que beaucoup se sont dit cela. Ah, mais moi, c'est ce que je me suis dit, hein. Je me suis dit, Jean-Pierre, je pense que j'aurai le plaisir de le revoir. Je ne veux pas le voir comme il est après cette opération. Je le verrai quand il reviendra parmi nous. Et malheureusement, Mm.
Et vous avez été aussi très actif avec Jacques Vendroux, avec Michel Platini, d'ailleurs, qui a reconnu qu'il était très impressionné par Jean-Pierre. Lors d'une interview récente, Michel Platini disait qu'il était assez impressionné par Jean-Pierre. Et je crois que vous avez fait des matchs pour aider la famille, hein, pas mal. Ah oui, avec le Variété, je me rappelle un déplacement que j'avais fait à Nîmes avec toute Oui, la clique. Il y avait René Girard qu'on a oui, vu mais Jean-Pierre est un garçon très apprécié. C'est vrai que sur le terrain, les numéros 10 ne rigolaient pas quand ils le voyaient arriver, les numéros 10 ou les numéros 9 quand il est revenu, descendu un peu. Mais c'est un garçon qui, malgré l'impression qu'il donnait, qui intimidait les adversaires, mais c'était un garçon d'une droiture extraordinaire. On vous avait parlé tout à l'heure du match face au Danemark. C'est la dernière sélection de Jean-Pierre, c'est en 1976. Alors, une équipe de rêve, hein. Alors, vous avez Baratelli, Janvion, Bossis, vous avez Marius et Jean-Pierre, vous avez Battenet, vous avez Michel Platini, capitaine, Ouais, Jean-Michel Larquet. Devant, vous avez Rocheteau, Six, Lacombe. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Si, allez, peut-être, on va dire, Henri Michel. Si on avait eu Henri Michel, là, ça aurait été. Là, on avait une Dream Team. Et après, Jean-Pierre fait plus partie de cette sélection. Et alors là, on se pose la question, mais ouais. qu'est-ce qui justifie le fait que Michel Hidalgo n'a pas cru en Jean-Pierre Adams pour la suite? je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai été étonné que du jour au lendemain, qu'il soit plus en équipe de France, alors qu'à cette époque-là, je crois qu'il jouait À à, Nice, à Nice. Il jouait à à Nice. Nice. Bon, peut-être que dans la tête de Michel Hidalgo, il y avait d'autres garçons à voir, ou peut-être qu'il avait marre d'entendre parler de la garde noire. Bon, moi, il m'a gardé, mais Jean-Pierre, je ne sais pas. Il voulait peut-être apporter, alors j'émets des hypothèses, une rupture avec le style Kovacs? Le Non? Non, je pense pas. Bon, surtout avec, comme on l'appelait, Tati Kovacs. C'est un garçon très, très ouvert. Je vais vous dire quelque chose. Le match qu'on a fait en Allemagne en, 60 en octobre 73, Ouais, en octobre 73, il y avait le jeune Dario Grava qui jouait oui. à Nice et qui jouait arrière droit. Il y a des journalistes qui sont venus le voir en lui disant oh là là, tu sais, l'ailier que tu as devant toi, il est extraordinaire et tout. Il a fait un match il n'y a pas très longtemps où son adversaire l'a son adversaire le cherche encore. Donc, Io était comme ça. Et le Kovacs, il a vu ça. Il est monté avec lui dans sa chambre. On ne peut pas vous dire exactement ce qu'il lui a dit. Et à l'arrivée, le match, l'autre, on ne l'a pas vu. Hmm. Dario avait fait un match extraordinaire. Et c'est vrai qu'après la réunion qu'il avait eue avec Stéphane Kovacs, quand il est redescendu, on aurait dit qu'il respirait mieux. Galvanisé, quoi. Ah oui, c'est vrai aussi que Stéphane Kovacs, avant de prendre l'équipe de France, avait été Ah oui, l'entraîneur de De l'Ajax. l'Ajax. l'Ajax d'Amsterdam qui avait gagné bon, la Coupe des clubs champions contre Panathinaikos et ça s'était passé comment ça s'appelle, à Wembley. Et Ouais. c'est le gars qui avait tout pour te mettre en confiance. Donc, Hmm. voilà. Et est-ce que, on ne peut pas le savoir, mais Jean-Pierre aurait été un bon entraîneur? Je crois qu'il aimait beaucoup les jeunes, hein. Ah oui, mais ça, il y a pas de problème. Même moi, bon, j'ai toujours dit que je ne me voyais pas devenir entraîneur d'une équipe professionnelle, mais je me suis occupé La formation, ouais.
de 84 à 2005 au Girondins. Et j'ai toujours fait ça avec plaisir, bon, parce que je voyais la façon, je vois avec l'Olympique de Marseille en saison 79-80, où nous avons au sein de cette équipe environ 6 ou 7 internationaux et qu'on descend en deuxième division, comme on disait avant, et voir la façon dont certains joueurs se comportaient, j'ai dit, c'est pas possible, je ne pourrais pas me lancer là-dedans, donc j'ai préféré Ouais. jouer avec les gamins. Je vois un truc à Bordeaux, j'avais Aimé Jacquet qui avait son fils qui jouait avec dans l'équipe dont je m'occupais et tout. Et de temps en temps, Mémé venait nous voir à l'entraînement. Il se cachait un peu pour voir comment ça se passait. Et après, il me dit, mais je me suis régalé. Je l'ai rencontré pour les 120 ans des Girondins il y a 3 saisons. Et il me disait, je me cachais, je te regardais, prendre du plaisir à jouer avec les gamins comme tu le faisais, c'était formidable et je les remercie. Vous auriez pu imaginer qu'Aimé Jacquet ait une telle destinée? Ah oui. Ah. Moi, personnellement, c'est là que j'ai du mal à comprendre le milieu du football professionnel. Je suis arrivé en même temps que Mémé à Bordeaux. Nous sommes arrivés en 1980. De 1980 à 1987, on a toujours été européens. C'est tout ce que demandait le président Claude Bèze. On a toujours été européens et en même temps, on a gagné la coupe, le championnat de France 84, l'année où j'ai mis un terme à ma carrière. 84, 85, on est encore champion. On arrive en demi-finale contre la Juventus, des champions. En 86, on gagne la Coupe de France en battant Marseille. En 87, on fait le doublé. Coupe de France, championnat. Demi-finale de la Coupe contre le Lokomotiv Leipzig. Oui, et d'un seul coup, l'entraîneur n'est plus bon. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Simplement, on avait fait un recrutement où on avait un garçon comme Giresse qui avait fait partie en 86 des meilleurs numéro 10 de la Coupe du Monde. On avait, on a déjà Giresse, Ferreri, je crois. On prend Ferreri, on prend Vercruis, on prend Touré, Enzo Schifo, on prend Touré, et à l'arrivée, les frères Vujovic. Oui, les frères Vujovic, lui, c'est un attaquant, mais derrière, tu as pratiquement que des numéros 10. Gigi, après la Coupe du Monde qu'il avait fait au Mexique, il part à Marseille. Il part à Marseille, et là, d'un seul coup, Aimé Jacquet n'est plus bon. Je me dis, c'est pas possible. Et j'ai dit, jamais je me lancerai dans cette... Tant que tu as des résultats, tu es bon. Dès que tu n'as plus de résultats, les dirigeants ne cherchent pas à savoir si le recrutement qu'ils ont fait est bon ou pas par rapport à l'effectif qu'ils ont. Et ça a été catastrophique. Oui, et également, je pense, je ne sais pas si vous en avez parlé ensemble, mais je crois qu'il a été particulièrement affecté par les attaques, notamment d'un journal très connu, et sur des attaques personnelles, parce que c'était l'homme qu'on attaquait. Hein. Ah, mais ça, c'est après. Oui, après, oui. C'est quand il est devenu sélectionneur voilà. de l'équipe de France. Sélectionneur de l'équipe de France. Voilà. Il gagne la Coupe du Monde. Oh. Et un journaliste de l'équipe qui le descend, mais tu te dis, les gens... J'ai vu un truc pareil. En 2018, la France est championne du monde
avec Didier Deschamps à sa tête. Et je vois au cours des journalistes qui interviewaient des anciens joueurs, dont Le Guen, qui est ancien joueur, ancien entraîneur. Il y Oui. avait Christophe Dugarry qui travaillait à cette époque-là RMC. à RMC. Tu avais euh, un journaliste et surtout celui Guy Roux. Oui. Descendre Didier Deschamps comme ils l'ont fait, mais c'est pas possible. Comment peut-on avoir joué, avoir entraîné et avoir un comportement pareil? Le mec, il est champion du monde et vous arrivez à le critiquer. J'ai dit heureusement que l'équipe de France ne s'est pas fait éliminer avant. Surtout que Didier Deschamps, il ne doit pas manquer grand-chose sur son palmarès parce qu'il a tout gagné. Hein. Oh, oui, ça c'est sûr. Je vois pas. Un autre destin. Alors, un joueur que vous avez côtoyé. Alors, il est passé à un cheveu, c'est le cas de le dire, de gagner une Coupe du Monde. C'est Raymond Domenech. Est-ce que vous auriez pensé qu'il aurait eu ce parcours d'arriver sélectionneur? Parce que quand on a un coéquipier, est-ce qu'il avait déjà des velléités déjà de… Ah non, non, non. En tant que joueur, on n'aurait jamais dit qu'il allait devenir Voilà. sélectionneur déjà. Donc, ça arrive. C'est pareil. Jacques Santini qui a fait aussi. Oui. Donc, personne n'aurait dit. Et je crois que c'est Domenech qui a pris la place Voilà, c'est ça. de Jacques. Donc, Exact. non, Ben, vous savez, Marius, on disait bien de Zinedine Zidane qu'il ne le voyait pas entraîneur parce qu'il parlait pas beaucoup. Hein. Donc, quand on pense 3 Ligues des Champions, on n'arrive pas là par hasard. Hein. non, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Le dénominateur commun entre Zidane, Domenech et Deschamps, ils ont tous les trois joué au Girondins de Bordeaux. Oui, oui. Mais Didier, très peu. Hein, Didier, 6 très mois. peu, mais quand même. Marius, je voudrais qu'on revienne un instant sur Jean-Pierre. Et il y a une anecdote qui nous a été racontée par un joueur de l'équipe de France, je crois qu'on peut le nommer, Oui. c'est Christian Coste. Christian Coste, oui. Ah, oui. Christian Coste raconte qu'il vous êtes au centre de rassemblement, ça devait être à Jouy-en-Josas à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Non, je pense pas. Je pense que c'était, que je dis pas de bêtises, à la voisine château Oui, de c'est ça. Ricard. Ok, Ricard. ouais, ok. Autant pour moi. Et puis, Christian Coste va faire une balade. Et là, il arrive Il se dans, trompe. je sais pas, dans le salon, hein, et il voit Jean-Pierre Adams et Marius Trésor en train de jouer aux cartes. Et sans se dire un mot, vous allez être hilar. Mais pendant je ne sais combien de temps. Et il dit que ce souvenir-là lui a fait du bien de voir ce sourire, cette complicité, cette rigolade. Alors, vous dites, on jouait aux cartes, on était très complices. Ces moments en équipe de France, quand vous deviez aller en équipe de France, vous deviez vous dire, c'est super, on va représenter nos couleurs, mais on va se voir avec Jean-Pierre, ça va être des bons moments, passez-moi de l'expression de déconnade. Et Mais Christian Coste a ce souvenir très précis. Hein. Ah oui, très précis, ouais. oui, parce qu'on était toujours en train de, bon, à part dans les entraînements, quand il fallait vraiment être sérieux, on l'était, mais bon, c'est vrai que l'équipe de France n'avait pas la réputation qu'elle a comme aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, on allait en équipe de France. Quand on savait qu'on allait jouer contre l'URSS et tout, Ouais. on se disait, ça va être compliqué ici et là. Mais c'est pour nous, surtout pour moi, et je pense que Jean-Pierre réagissait de la même façon, c'était une façon, le fait de tout prendre un peu à la rigolade, c'était une façon de dérider un peu cette équipe de France, parce que la plupart du temps, les mecs pensaient déjà au match, Ouais. quand tu savais que tu allais avoir blocking en face des… Non, il fallait se lâcher et à partir de là, dès qu'il y avait de quoi vraiment rigoler, on était les premiers à se lancer là-dedans.
Et votre état d'esprit quand vous vous rencontriez dans vos clubs respectifs? On voit une photo qui circule sur Internet depuis des années où vous serrez la main, vous êtes capitaines tous les deux, Jean-Pierre de Nice et vous de Marseille, où vous vous serrez la main au coup d'envoi. Cette photo fait le tour. Comment comme des adversaires normaux, ou il y avait ce côté. Non, bon, on avait discuté et tout, et quand on était là avec l'arbitre à côté, on se Ouais. serrait la main en se disant, bon match. Ouais. C'est tout ce qu'on pouvait dire, parce que là, on était adversaires. Vous auriez aimé jouer en club avec lui? Vous auriez, ça fait partie d'un des regrets que vous avez? Oui, parce que on avait une telle complicité. Je me suis dit à plusieurs reprises, pour que les gens pensent qu'on joue dans le même club, c'est que ça dégage quelque chose. Et si on pouvait le faire, ça aurait été extraordinaire. Et je dis en 72, quand je suis arrivé à Marseille, euh, ça s'est fait pourquoi? Parce que Marseille avait gagné 1-0 en Ligue, en Coupe des clubs champions, c'est ce qu'on disait avant, contre la Juventus, mais pas à Marseille. Le terrain de Marseille était suspendu et ils avaient joué à Lyon. Ils gagnent 1-0 et malheureusement au match retour, ils perdent 3-0. Donc l'équipe est éliminée. Et là, les journalistes marseillais qui avaient un poids considérable ont Oui. commencé à dire que l'équipe était trop vieille et qu'il y Oui. a deux jeunes qui étaient sur le marché. Donc c'était Salif Keita qui ne voulait plus rester à Saint-Étienne et moi qui ne voulais plus rester à Ajaccio. Donc, Nice pouvait payer une certaine somme, mais ne pouvait pas donner, comme ils avaient un effectif assez réduit, ne pouvait pas donner de joueurs à, à Ajaccio, alors que Marseille avait donné une certaine somme, plus six joueurs en prêt, des jeunes joueurs en prêt à Ajaccio, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Ajaccio. Si Marseille ne s'était pas fait éliminer, j'aurais été à Nice et Jean-Pierre, en quittant Nîmes, on aurait joué ensemble. Il y avait déjà à cette époque à Nice une super équipe parce que l'équipe de France, quelques années après, il y avait 6-7 Niçois, je crois. Oui, Hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Jean-Noël Luc, Oh Modibo, là, ouais. et, Jean-Marc Guillot. ouais, Jean-Marc Gouillot aussi. Et quand il va au Paris Saint-Germain, est-ce que vous pensez pas que c'est un peu une erreur de sa part? Parce que à ce moment-là, la carrière de Jean-Pierre a été plus sur le déclin, on peut le dire. Est-ce que c'est pas une erreur d'avoir signé au Paris Saint-Germain? Il aurait peut-être été à l'OM avec vous. On imagine cette défense à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas? Non, je crois pas. Bon, après, je pense que si Jean-Pierre a pris la décision d'aller à Paris, c'est que pour lui, c'était une bonne affaire à cette époque-là d'y aller. Mhm. Et bon, on parlait de tout, sauf que dans quel club. Ah oui, ouais, vous ne parliez pas de ces Non, choses-là. non, non. D'accord. Et vous Surtout, pensez... Pardon, je t'en- vas-y Michel. surtout qu'à cette époque-là, ça nous a été dit dans de nombreux témoignages, vous n'aviez pas d'agent. Et en fait, je répète les choses, mais ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait trois personnes dans un bureau. Il y avait le président du club, le joueur et le trésorier du club. Et ça se déroulait à trois. Vous confirmez? Moi, personnellement, quand j'ai signé à Marseille, ça s'est passé à Paris. Nous étions à la Fédération française de football. Football. Parce que quand je suis revenu en 72 de cette tournée Oui. qu'on a fait avec l'équipe de France au Brésil, pendant la tournée, j'entendais les gars parler
Et je me disais, mais c'est pas possible, je fais pas le même métier, je fais pas le même métier qu'eux quand ils parlaient d'argent, de trucs comme ça et tout. Et quand je suis revenu à Marseille, ma femme était enceinte, j'ai demandé au club, est-ce qu'il y avait possibilité d'avoir une augmentation parce que pour l'instant nous sommes 2, mais bientôt on va être 3 et tout. Ouais. Et ils m'ont monté un bateau en me disant on ne s'est pas réunis, on va se, on va se, on va se réunir ce soir et on vous donnera la réponse. Je partais sur Marseille, je prends le Corse Matin, Nice Corse Matin, et je vois les dirigeants se sont réunis hier soir et pas question de laisser partir Marius. Bon, j'aurais eu un agent, je lui aurais dit, bon, tu t'occupes de démêler tout ça. Malheureusement, ça n'existait pas encore. Et je me suis retrouvé à Marseille pendant mes vacances. Et j'ai un gars qui vient me voir. Il me dit, je m'appelle Monsieur Ganem, je suis le trésorier du Paris FC. C'était pas encore, comment dirais-je encore, Paris Saint-Germain. Il m'a dit non, du Paris FC et tout. Et Monsieur Crescent, malheureusement qui est décédé depuis, aimerait vraiment t'avoir dans l'équipe. Et en plus, Ajaccio a besoin d'argent. Donc, si tu ne reprends pas l'entraînement, ils vont se poser des questions et ils vont te transférer. Bon, je demande à mes beaux-parents et à ma femme, alors qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ah oui, oui, quand ils ont entendu les sommes que le mec me disait et tout, ils ont dit, oh, oui. Ah ouais, tu va avec lui et tout. Et pendant un mois, on m'a cherché partout. J'étais simplement en région parisienne et tout. Et finalement, ce qui a mis fin à tout ça, c'est la réunion qu'on a eue à la Fédération française de football. Il y avait le feu président Fernand Sastre de la fédération, le président Jean Sadoul de la Ligue professionnelle. Il y avait Georges Boulogne, il y avait Michel Hidalgo, il y avait Antoine Frederici, le directeur sportif d'Ajaccio, il y avait moi, et j'ai dit, et Maître Bertrand, qui était l'avocat de l'UNFP, qui représentait les joueurs professionnels. Et ça a commencé à discuter et tout, et à un certain moment, quand j'ai vu que ça traînait un peu, je leur ai dit, j'ai levé la main pour prendre la parole. J'ai dit, bon, comme je vois que ça n'avance pas, eh bien, je crois que je vais retourner en Guadeloupe et continuer à m'amuser au football. Et je pense qu'à ce moment-là, Antoine Frederici s'est dit, il nous a coûté un billet d'avion aller-retour. Et là, on a la possibilité quand même de ramasser un peu d'argent grâce à lui. Donc, il a dit il ira partout sauf à Paris. Ah, oui. Déjà à l'époque. Ouais, sauf à Paris. Et là, je me suis retrouvé à Ajaccio. Je suis retourné à Ajaccio. J'ai eu le temps de faire un match contre Bordeaux, où on avait fait 1-1. Et la semaine après, je signais avec Marseille. Voilà. Et Michel parlait des agents, que vous n'aviez pas d'agents. Vous avez failli signer au Bayern de Munich. Oui, là, à ce moment-là, comment dirais-je encore, c'était l'agent de Michel Platini. D'accord. Bernard Genestar, qui était marseillais.
Et quand il a su que le Bayern s'intéressait à moi, il m'a dit, si tu veux, je peux te représenter. Et j'étais monté avec lui comment dirais-je encore? J'étais monté avec lui à Munich. J'ai passé la visite médicale. Tout s'est bien passé et tout. Et finalement, il me restait 6 mois de contrat. Et pour 6 mois de contrat, je crois que Marseille demandait à cette époque-là 2 millions de francs. Ce qui était très, très. 200 millions anciens. Donc. Mm. C'est que je crois que le directeur sportif de l'époque ne voulait pas que j'aille au Bayern pour la simple et unique raison, c'est que je l'avais remplacé en équipe de France et je l'avais remplacé après à l'Olympique de Marseille. C'était un ancien joueur, Bernard Bosquier. Ah, d'accord. Oui. Et vous deviez remplacer Franz Beckenbauer. Oui, c'était une tâche compliquée, mais on ne sait jamais. Ouais. Michel, tu as peut-être une question. Après, j'ai encore une Oui, petite. alors, oui, une dernière question, alors qui est une double question. Et Jean-Pierre serait devant vous. Que lui diriez-vous? Et en un mot, résumez Jean-Pierre. Déjà au niveau football, parce que j'ai joué avec pas mal de numéro 4. Ouais. Et pour moi, celui avec lequel je pouvais jouer les yeux fermés, c'était lui. Et j'aurais bien aimé qu'on soit associé pas qu'en équipe de France, aussi dans un club. Je pense que ça aurait été Ça aurait été pas mal, hein. pas mal. Ouais. Et au niveau personnel, vous lui diriez quoi là? Oh, déjà qu'il a été le garçon avec lequel j'ai pris Ouais. le plus de plaisir à jouer en équipe de France. Et surtout, moi personnellement, il a été, il restera mon meilleur ami. Ouais. Votre frère, Oui. parce que c'est ce que vous dites dans ce livre. Ouais. Euh, je reviens sur sur ce livre. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est normal. Je voudrais parler une émotion joyeuse. Dans votre livre, vous parlez de Jairzinho et Paulo César. Et alors là, moi, je vais vous dire, quand vous avez parlé de Jairzinho et Paulo César, comme dirait l'autre, vous m'avez mis des paillettes dans les yeux. Je me suis projeté, vous raconter des anecdotes où Paulo César fait du foot sur la plage et il loupe l'heure du déplacement et qu'il prend sa voiture. Mais vous regrettez le fait que finalement, ils sont restés qu'une seule saison et vous dites c'est dommage parce que c'est presque, qu'est-ce qu'on s'est amusé avec eux parce que c'était des personnalités et footballistiquement, c'était énorme. J'ai eu la chance de rencontrer Jair Zino, c'était à la Coupe du Monde 86. 86 parce que j'étais consultant à Radio France et lui, il travaillait pour Au Globo, je crois, chaîne de télévision. On s'est Brésilienne. fait là-bas, donc on a pu discuter et tout. Mais Jair, c'est un garçon très sérieux, très à l'écoute. Contrairement à Paolo. Paolo, bon, parce que Jair, il était arrivé avec sa fiancée, je crois, oui. Mmh. Il était avec sa fiancée, tandis que Paulo était célibataire. Donc, Marseille, c'est le garçon qui aimait danser, Oui. qui sortait, mais en plus, contrairement à ce que certains disent, qui ne buvait pas, qui ne Ouais. buvait pas d'alcool. C'était toujours coca, Oui. comme ça. Et même eux, les deux que j'ai rencontrés, ils m'ont dit la plus grosse bêtise qu'on a fait, c'est de ne pas être resté À Marseille. à Marseille. Pour la simple et unique raison, Jair, on joue un match à Paris où on se fait
avoir par l'arbitre et il se chope avec l'arbitre en sortant. Et l'autre, carton rouge en sortant, hein, c'est pas Mm. souvent, un carton rouge. Et il fait même pas la fin de la saison, il prend 2 ou 3 matchs de suspension. Donc, il a dit, je retourne au Brésil. Et Paulo César, malgré tous ses fantasques, parce que c'est le garçon, le jour, je me rappellerai toujours d'un match, c'était Marseille-Ajaccio. C'était au mois d'octobre et c'était le premier match de Jair Zino, qui était arrivé au mois d'octobre 74, oui, c'est ça. Et il avait fait un festival. Je crois que nous, le reste de l'équipe, on s'était dit, bah, allez, on se met de côté et on les regarde jouer tous les deux. Ça avait été phénoménal. Et de les voir quitter, après juste une saison, quitter le championnat français. Et en plus, pour vous dire, c'est que tous les gens, les amoureux de foot, qui ont vu la Coupe du Monde de 70, 10. se 70. disaient, vous rendez compte, ces deux champions du monde, ces deux Ouais. en plus, le meilleur buteur de la saison, de la Coupe du Monde en 70, ça avait été Jair Zino. Donc, c'était un truc extraordinaire de voir que l'Olympique de Marseille a ces deux champions du monde qui foulent la pelouse. Je vous dis un truc, Paulo César était parti, parce que lui, il pouvait faire ce qu'il voulait, il était parti au Brésil pendant le carnaval. Oui. Ouais. Et on jouait contre Lyon. Et quand ils ont su, on lui avait donné l'autorisation, mais il devait revenir très vite. Et à l'arrivée, le jour du match, il y avait des gens devant la grille du stade Vélodrome et qui demandaient est-ce qu'il est arrivé. Et il a fallu, 2 heures avant le match, il a fallu qu'on envoie des motards Oh, le chercher à l'aéroport. l'aéroport, l'emmener. Finalement, le match, on perd 1-0, mais le match, on l'avait joué à 10. Oui. Il avait fait son petit carré, il n'avait pratiquement pas bougé parce Oui. qu'il revenait du Brésil. La fatigue, ouais. Mm. Marius, vous avez un joli maillot derrière vous. Je vois un drapeau des Pays-Bas. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel match Non, c'était? c'est les couleurs françaises. Ah, c'est les couleurs françaises, parce que je croyais, ah, c'est votre brassard. Je pensais que c'était un drapeau des Pays-Bas. Oh là là. Oh, bah ça, écoutez, je pensais que c'était le drapeau des Pays-Bas et que c'était le match passé aux Pays-Bas. C'est des 65 sélections que j'ai eues en équipe de France. C'est le seul qui me reste et c'est grâce à ma femme qui l'a fait mettre sous cadre. Et c'est le maillot qu'on avait en 82. D'accord. Lors du match France-Pays-Bas où on gagne 2-0. Ah, j'avais pas tout à fait tort quand même. Hein. Hein. Oui, Hein, c'était contre les Pays-Bas. c'était On contre les a Pays-Bas. 2-0 et après on bat Chypre et on part pour cette aventure espagnole. Oui, puis, 65 sélections, excuse-moi Michel, 4 ouais, je buts. t'en prie. 65 sélections, 4 buts. Et votre dernière sélection, c'est contre la Yougoslavie. Oui, 0-0. 83. 83 avec Dragan Stojkovic qui Il y rentre à avait 17 ans. il y avait les frères Vujovic. Vujovic, ça fait. Ouais. Ouais. Oui, Michel? je crois que Marius, vous l'avez un petit peu évoqué. Vous avez jamais voulu retourner voir Jean-Pierre à Nîmes? Ah non, ça, je l'ai toujours, Ouais, je l'ai toujours dit. J'ai préféré garder ouais. dans ma tête le garçon joyeux avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, à jouer aux cartes, à jouer au foot, à aller boire un pot dans une boîte à Paris de temps en temps. J'ai préféré regarder ce garçon Ouais. vivre.
que d'aller. C'est Oui. un moment très, 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 très compliqué. Bon, je me suis dit, aller voir Jean-Pierre alors qu'il ne bouge pas, alors que Ouais. qu'est-ce que ça va changer alors que tu as passé des moments formidables avec lui. Donc, j'ai préféré garder ces moments de vie. Que... Et une nouvelle fois saluer Bernadette quand même. Bernadette qui a fait un courage admirable. Oui, je l'ai eu, elle m'a envoyé un petit texto me disant, il y a Michel qui désespère de t'avoir, il t'a laissé des messages et tout, et je l'ai lu ce matin, je dis même, c'est vrai que je reçois bon, le temps de... Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est Allez, extraordinaire. Imagine. pour Bernadette, je vais mettre fin à l'attente de Michel, et voilà. Ouais, Ah, il avait mis la planche à repasser derrière. Hein, il avait tout. Depuis hier, il s'était fait super beau, notre Michel. Hein. Et voilà. il m'a dit, tu te rends compte, on va avoir Marius Yolan. Pour la petite anecdote, j'ai dit à Michel, quand on a l'occasion pour nous de saluer notre copain Cyril Guénaud, qui avait initié également Ouais. ce groupe avec toi, Michel. Je lui avais dit, si on fait des interviews, je lui dis, s'il te plaît, j'aimerais qu'on ait Marius Trésor. Bah, vous voyez, le temps passe. Oui, parce OK. Eh qu'on est ben, à manger. on avait, Oui, on a terminé, Marius, on a terminé. Le mot de la fin, et puis on vous dit au revoir. oui, et puis vraiment vous remercier, et puis un petit bonjour à votre épouse qui était à côté, voilà, qu'on s'était rencontré à Nîmes, vraiment, voilà. Ce sera Mer- fait. Merci vraiment beaucoup, Marius, Merci vraiment. Marius, merci pour votre disponibilité, votre gentillesse. Prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine aventure. Bonne fin de journée à tous. Maintenant que je sais comment ça marche, il n'y a pas de problème. Au Voilà. moins on aura servi à quelque chose. Hein. Et puis, Ok. et Merci. puis, et puis, je voulais vous dire, Marius, votre épouse fait partie du groupe Jean-Pierre Adams, jamais oublié. Et quand la vidéo sera disponible, Elle va le recevoir. on Ok. va le recevoir et je lui enverrai un petit message et elle On le verra sur retarde le pas groupe. Marius plus Ok. longtemps, Voilà. Michel. Bonne fin de journée. Merci Au beaucoup, les revoir. amis. Merci, Et au Merci revoir. beaucoup, Marius. Au portez-vous bien. revoir. Au Merci. revoir. Merci beaucoup.